Bonjour à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois accompagnés de Stanislas qui va nous présenter aujourd'hui Cloud Cluster on Azure, évidemment de Nutanix. Donc le mois dernier, pardon, Stan nous avait fait découvrir la plateforme Nutanix. On avance d'un pas et maintenant on va essayer de converger le meilleur de Nutanix et d'Azure. Alors, Stan, je te laisse la scène. Allez, c'est parti. Et je vais partager mon écran. Alors, première chose, je vais faire le petit rappel de ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'effectivement, la plateforme Nutanix, c'est pas juste des machines virtuelles et un peu de stockage, il y a pas mal d'autres choses derrière, et tout ça, effectivement, ça tourne sur plusieurs plateformes, dont une, effectivement, du côté des hyperscalers, qui est Azure. Aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus. Voilà. Donc en gros, il faut simplement se dire que du Nutanix Cloud Cluster dans Azure, c'est simplement l'installation, avec certaines règles particulières, mais c'est l'installation de la plateforme Nutanix et des logiciels associés directement sur Azure avec l'utilisation de différentes règles. Au passage, d'ailleurs, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on est le Magic Quadrant du Gartner sur les systèmes distribués hybrides a été annoncé, hein, et on est dans le cadran des leaders avec Microsoft, Amazon, Broadcom et Oracle. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, l'idée, finalement, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est on prend les solutions Nutanix, on les installe sur des solutions chez les hyperscalers. Donc, en gros, on va utiliser des barres métal. Donc, on a ça côté Azure, on l'a également euh, côté Microsoft. On va faire un deep dive aujourd'hui sur cette partie-là. Donc on va se focaliser là-dessus, et l'idée c'est quoi? C'est simplement d'être un peu plus agile, donc de profiter finalement d'une infrastructure globale qui est celle de Microsoft, et donc de leur bâtiment, etc., et de prendre son logiciel Nutanix et de le mettre finalement dans les murs de Microsoft. Donc en gros, ça va permettre de capitaliser à la fois sur les licences qui ont pu être achetées côté Nutanix. Les licences sont complètement mobiles, hein. Un client peut avoir une infrastructure à demeure, avoir du matériel qui arrive en fin de vie, et plutôt que de racheter du matériel, et finalement, il choisit d'utiliser ou de passer du mode d'achat au mode, on va dire, de location longue durée. Et il passe effectivement avec des barres métal qui sont côté Azure, qu'il va louer, et sur lequel il va poser son logiciel Nutanix avec les licences qu'il a déjà. Et puis, si on n'a pas assez de licences ou si on a besoin d'en racheter, on peut également, on va le voir tout à l'heure, transacter par la marketplace d'Azure, parce que Nutanix, en fait, c'est revendre ses licences logicielles directement sur la marketplace d'Azure. Donc l'idée derrière, en termes d'expérience, c'est qu'une fois que le cluster est déployé, et qu'il est dans son environnement réseau côté Azure, pour des administrateurs Nutanix, ils vont se retrouver dans un environnement connu parce que, en fait, ils vont utiliser les outils qu'ils connaissent aujourd'hui. Et donc, du coup, là, il y a une vraie cohérence derrière à se dire, finalement, je fais tourner un environnement Nutanix. L'endroit où il est, on s'en moque un petit peu parce qu'à la fin, c'est les mêmes outillages qu'on va utiliser. Et donc, si on est sur plusieurs fournisseurs, dont Azure et du on-prem, par exemple, on a les mêmes équipes qui vont pouvoir travailler là-dessus. Ça permet de faire une adoption, entre guillemets, plus rapide du cloud sans pour autant faire la grande marche qui consiste à faire la grande révolution de toute la manière dont on gère son système d'information. Et puis, derrière tout ça, oui, ça simplifie la migration, parce que si on a un cluster Nutanix on-prem et si on a un cluster Nutanix dans Azure, déplacer les workloads d'un point A à un point B ou d'un cluster à un autre, c'est relativement simple. Oui. Puis on reste finalement dans le même monde, en fait, entre guillemets. Voilà. Et puis derrière, comme on va s'appuyer sur des barres métal, on va profiter également de grosses machines que je vais décrire juste après, qui elles contiennent des disques haute performance, ce qui du coup est assez intéressant quand on a besoin d'une faible latence notamment. Du coup, j'ai une première question. Aujourd'hui, alors pas sur l'ensemble des clients Nutanix, mais est-ce qu'il y a une grosse partie ou une partie en tout cas des clients Nutanix qui choisissent cette option? Alors, il y en a une On partie. serait sur la répartition, on serait à peu près. J'ai pas le pourcentage, mais la répartition est encore faible, simplement parce que en fait, cette solution Nutanix Cloud Cluster dans Azure, elle a été annoncée à Ignite, donc la conférence Microsoft Ignite de Dernière. novembre 2022. Ouais. Ça, c'était l'année qu'il allait avoir le produit. Et puis à partir de 2023, les premières versions du produit sont arrivées, entre guillemets. Et puis bon, là, on est maintenant quasiment fin 2024. Il y a eu à peu près un an et demi, 2 ans où il y a eu des clients qui ont commencé à adopter, et le produit a évolué, parce que c'est comme
c'est comme tout, hein, le logiciel évolue, les clouds évoluent, et donc du coup, les règles changent en permanence. Mais globalement, ça représente encore aujourd'hui un pourcentage assez faible, simplement parce que Nutanix a à peu près 25 000 clients de par le monde, existe depuis une quinzaine d'années, hein, ça a été fondé en 2009, hein, et que l'histoire, jusqu'à il y a 2 ans ou 3 ans, était principalement orientée sur le cloud privé. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore sur un switch, on va dire, majeur des clients vers des solutions de type Nutanix Cloud Cluster, mais il y en a. Donc il y en a qui font ça pour plein de raisons, je vais les citer juste après. Mais bon, pour te donner, sans donner des noms ni des chiffres exacts, hein, mais le plus gros client qu'on a côté NC2, tout hyperscaler confondu, est un client Azure américain, et il a déployé, là aujourd'hui, il a plus de 100 clusters aujourd'hui, 100 gros clusters, et ça représente plus de 1000 nœuds. Donc ça, c'est un cas peut-être un peu extrême, mais c'est un cas qu'on a aujourd'hui. Donc lui, pour le coup, il a vraiment fait un vrai switch de move to cloud en gardant la technologie Nutanix. Après, il y a plein d'autres scénarios qui font que ça devient finalement plutôt un environnement qui vient compléter un environnement à demeure qui est généralement plus conséquent sur différents scénarios, et puis après, ça peut s'inscrire dans un move to cloud. Donc, effectivement, Ok, du coup, je suis désolé. Pour poser une autre question associée, donc aujourd'hui, les utilisateurs de NC2 sont plutôt des clients qui avaient une infra chez eux et qui font une extension plutôt qu'un nouveau client qui arrive. Enfin, je dis pas que ça n'arrive pas, mais je veux dire, c'est plus dans ce sens-là, quoi. oui, c'est plus dans ce sens-là, parce qu'on est plus sur l'approche hybride multi-cloud, qui est de dire, finalement, j'ai une solution et je la déploie dans différents environnements, mais je garde la même solution. Donc en général, c'est souvent que le client avait déjà adopté cette solution. Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation particulière depuis le rachat de VMware par Broadcom, où il y a des clients également qui recherchent des alternatives, et Mm. clairement, enfin, concurrent numéro un de Broadcom en termes on va dire, de portfolio logiciel. On est vraiment à isopérimètre par rapport à ce qu'ils ont. Et donc, on a aussi des réflexions de clients qui sont avec du Broadcom VMware à demeure, et qui en avait également dans le cloud, et que du coup, quand ils veulent remplacer le tout, parce qu'ils ne veulent pas poursuivre l'expérience, on va dire, cliente avec Broadcom, même si ça va prendre plusieurs années peut-être des fois à bouger, ils sont en train de penser effectivement, et eux, ils sont déjà dans une approche hybride, donc là encore, le phénomène est à peu près le même. Donc, mais globalement, c'est assez rare de partir de zéro et se dire je vais devenir un cloud Nutanix NC2. Mhm. C'est moins qu'on le voit en tout cas aujourd'hui. Donc Ok. les scénarios, en fait, c'est des scénarios que tu connais, parce que c'est les scénarios quasiment les mêmes qui sont pourquoi on a adopté le cloud public. Le disaster recovery, donc pouvoir utiliser effectivement l'infrastructure du cloud public comme un data center de secours, et donc avoir des clusters Nutanix de secours dans Azure, dans notre exemple ici. Et ça a un sens parce que je veux dire, payer une deuxième infrastructure qui peut servir un jour éventuellement si on a un problème comme bascule, et payer du matériel et du logiciel pour finalement être peu utilisé, ça n'a pas vraiment de sens. Quand on est dans du cloud, en plus, pour peu qu'on ait suffisamment de stockage pour la partie réplication, on n'est pas forcément obligé d'avoir la même taille de cluster des deux côtés, parce qu'on a des règles de cloud qui sont l'élasticité. Donc, on peut imaginer un client qui a un cluster 10 nœuds d'un côté, qui a assez de données, qui a assez de 4 nœuds, par exemple, à destination dans Azure pour faire sa réplication. Et puis le jour où il bascule réellement, et il appuie sur le bouton plus, hein, et puis ça lui rajoute des nœuds, quoi, automatiquement. Donc là, il y a un aspect économique qui est important là-dessus, et puis un aspect également de flexibilité. Débordement, élasticité, ça c'est un classique, là encore, hein. Si on a une activité qui est avec des pics, est-ce qu'on achète la totalité et on investit des CAPEX pour le moment où on doit, pour la puissance dont on a besoin au moment du pic, ou est-ce qu'on se dit qu'on puisse déborder ailleurs? Donc ça c'est un autre exemple. Migration, ça c'est probablement le sujet sur lequel on est le plus engagé avec le DR. C'est que un client qui aujourd'hui fait tourner du Nutanix dans son infrastructure, peut-être qu'il a une stratégie qui est alors soit locale au niveau de l'organisation, soit plus généralisée dans un groupe de multi-organisations, qui est d'aller vers du cloud public, avec, on le sait, hein, les hyperscalers, hein, j'ai travaillé, c'est un maximum effectivement à la consommation. euh, c'est réhébergement d'ailleurs, ici, j'ai mal écrit, mais voilà, c'est réhébergement, à l'utilisation des ressources cloud, et les migrations, quand on fait une migration d'un système X vers un système Y, ou je sais pas, du VMware ou de l'Hyper-V ou du Nutanix, et qu'on veut amener ça sur du natif, on va amener des VM quoi qu'il arrive, et ça prend du temps, et l'idée des fois c'est d'aller vite, parce que quand une migration prend du temps, il y a un double run, on paye deux fois. Voilà.
Donc là, pour le coup, on peut aller très vite, quitte après se servir de ça comme une étape intermédiaire pour aller après sur du natif. Environnement de test and dev, bah là, pour le coup, pas besoin d'investir dans des clusters supplémentaires et des licences supplémentaires. À la demande, en fait, on peut générer des clusters. On va voir que c'est assez rapide à déployer. Côté Azure, c'est à peu près un cluster, mais à peu près 3h30 à être déployé. Tout prêt à l'emploi à la fin. Donc, du coup, on peut faire un environnement, l'utiliser une après-midi et le détruire. C'est bien pour se former aussi. Et puis, géo-expansion et consolidation de data center. Scénario, c'est classique, hein. On développe son business. On a tout basé sur une infrastructure hyper convergée de Nutanix depuis des années. On a des compétences là-dessus, mais chaque fois qu'on veut aller dans un pays, il faut trouver un endroit où héberger des serveurs, il faut du matériel, avoir des gens. Enfin, bon, ça n'a pas de sens, je dirais, à l'époque du cloud pour le public. Et donc les bénéfices, on capitalise sur les outils existants, on accélère la migration, on unifie la même expérience, parce qu'à la fin, c'est le même outillage qu'on va utiliser. Et puis, on a une portabilité qui est parfaite. Donc ça veut dire également, ça permet de potentiellement ne pas se loquer par rapport à un fournisseur. Alors on est toujours dépendant de quelqu'un, parce qu'on choisit ici de prendre une solution Nutanix, entre guillemets, si on bâtit toute sa stratégie dessus, on dépend un peu de l'éditeur, mais on dépend moins des plateformes, entre guillemets, parce qu'effectivement, on peut tout à fait déplacer son cluster Nutanix d'Azure à demeure, ou d'Azure vers AWS, ou d'AWS vers Azure, enfin, toutes les combinaisons sont possibles, parce qu'à la fin, de toute façon, nous, on vend juste des licences, et les licences, elles se déplacent. Voilà, c'est tout. Et puis on peut également économiser les coûts cloud en limitant le micro-gâchis ou plutôt la surallocation, on va dire plutôt. Quand tu as fait des migrations vers le cloud public, donc effectivement, quand tu estimes ce qu'il y a demeure, tu fais l'assessment et tu te dis, côté Azure, ça va prendre tel gabarit, ce sera une standard des 4v4, etc. Mais à la fin, tu es toujours quand même cantonné, même si le choix est très large, tu as des gabarits donnés qui vont dire c'est 4 CPU avec 16 Go de mémoire, mais tu peux pas avoir 7 CPU et 12 Go de mémoire. Ça n'existe pas, par exemple. Donc, on taille toujours un petit peu au-dessus, on se met un petit facteur de confort pour migrer. Mais ça, en fait, si on démultiplie ça par des centaines de machines, à la fin, quelque part, on a quand même payé de la ressource en plus pour, entre guillemets, pas pour rien, mais si quand même pour rien. Et puis pareil, quand on fait des architectures cloud native, native dans ce format cloud, avec les bonnes pratiques, on a tendance aussi à séparer tous les workloads applicatifs dans des VNets séparés, le tout raccordé de manière centralisée avec des hubs ou des VHubs si on utilise V1. Ce qu'on oublie toujours, en fait, c'est que dès que l'application A parle avec l'application B, elle va faire un tour par le peering via le VNet central, puis elle repart après vers le VNet client, puis le chemin d'un retour se fait. Donc on a quatre passages entre guillemets par les Plus de peerings. latence, quoi. Alors, ça fait de la latence, ça fait surtout du prix, parce qu'en fait, c'est quand même 1 centime par giga partagé. On oublie un petit peu de regarder les prix, mais le peering, c'est le prix que ça coûte. Et ça démultiplié par des gros trafics, à la fin, globalement, chez les hyperscalers, à peu près 10% de la facture, souvent, elle est liée au réseau, quoi. Et nous, par exemple, quand on est capable de faire un réseau dans Azure ou AWS qui est virtualisé, on amène également la virtualisation de réseau, ça veut dire qu'on peut créer nos propres VPC, nos propres VNet, l'équivalent côté Azure, et donc du coup tourner, entre guillemets, rester dans un VNet Azure au sens logique, hein, et donc ne pas payer ces choses-là, mais tout en entre guillemets, faisant de la micro-segmentation. Et puis globalement, voilà, améliorer le ROI d'un projet de migration, si on considère qu'effectivement, le temps de transformation d'un format de machine A vers un format de machine B, ça coûte de l'argent quand même, et c'est toujours compliqué, parce qu'il faut tester, il faut trouver le bon disque qui va aller derrière, etc. Ça, on peut le réduire, donc ça peut être intéressant. Alors, l'important, c'est que quand on est dans du cloud cluster, il y a, je vais pencher celle-ci, ça c'est repris sur la doc de Microsoft, c'est qu'il y a une matrice de responsabilité qui est partagée. Donc en gros, tout ce qui est barre métal ou infrastructure physique, et ça c'est à la charge de Microsoft. Voilà. C'est sous sa responsabilité. S'il y a une panne du matériel, c'est sous la responsabilité de Microsoft. La sécurité physique ou l'upgrade des firmware, qui est une chose que tout le monde déteste dès qu'il va falloir effectivement gérer des infrastructures de virtualisation, là encore, c'est à la charge de Microsoft. Nutanix, elle va être responsable du Nutanix Cloud Cluster Portal, le NC2 Portal que je vais montrer juste après, qui est le portail de provisioning et de gestion des clusters. Et puis on est responsable du soft qui est à l'intérieur. Et le client est responsable de tout le reste. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi c'est important? C'est que c'est pas un service managé. Donc c'est pas un service qui dépend, entre guillemets, alors qui n'est pas maintenu en condition opérationnelle par un tiers, qui, par exemple, dans le cas d'AVS, ce serait Microsoft, VMC, c'était VMware, et du coup, on n'est pas obligé de suivre, ou le client n'est pas obligé de suivre les règles, entre guillemets, de montée de version, ou les fonctionnalités qui sont disponibles ou pas disponibles.
ils prennent le soft, ils les déploient de manière automatisée, et après le client, c'est lui qui va choisir sa cadence de tir, donc il peut aligner également, ça c'est une stratégie assez cohérente en termes de multi-cloud, il peut aligner derrière finalement une stratégie où il va dire moi j'ai les mêmes versions de mes logiciels Nutanix, quelles que soient les plateformes. Et quand j'ai une montée de version, après je le fais de manière cadencée, je peux le tester éventuellement avec des clusters de test avant, etc. Voilà. Donc l'architecture, elle est très similaire à ce qu'on pourrait avoir sur le cloud privé, dans le sens où il va y avoir effectivement des barres métal sur lesquelles va être installé le logiciel. La différence qu'il va y avoir, c'est que ces barres métal sont contrôlées par Microsoft. Et donc, on ne va pas, bien entendu, aller dans le data center de Microsoft avec son DVD ou sa clé USB pour installer les nodes. Donc, il va y avoir un processus automatisé qui va passer par des API. Et puis, sur ce bar métal, on va installer effectivement toute la solution logicielle et la partie networking qui va être le networking virtualisé. Et ce sera donc un overlay. Un overlay, c'est ça, on fait du réseau par-dessus le réseau, hein, avec différents protocoles. Nous, en l'occurrence, on utilise du Geneva. Et c'est l'équivalent pour ceux qui viennent du monde VMware sur la virtualisation de réseau de NSX. Et donc, pour passer du monde réseau virtualisé Flow au monde réseau Azure, VNet et on-prem, on passera par ce qu'on appelle des Flow Gateway, qui sont simplement des passerelles matérialisées sous la forme de machines virtuelles Azure, qui vont faire la transition entre le monde réseau Nutanix et le monde réseau Azure, voire on-prem, si on passe au travers d'un VPN ou d'un ExpressRoute. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que le cluster Nutanix, il va y avoir des workloads qui vont tourner à l'intérieur, et qu'en fait, en sortant par la Flow Gateway, ils vont pouvoir accéder en fait, à tous les services d'Azure. Il suffit juste simplement d'avoir un VNet avec des endpoints derrière, par exemple, et directement, tous les services sont là. Donc là encore, c'est une valeur qui peut être intéressante en disant, finalement, je fais une migration vers Azure parce que j'ai besoin de profiter des nouveaux services d'Azure, sans pour autant tout refaire, parce qu'il y a souvent des machines et des applicatifs qui ne sont pas redéveloppés, donc finalement, pourquoi passer du temps dessus alors qu'ils fonctionnent? Du coup, pour le provisioning, on va avoir un portail que je vais te montrer juste après, hein, qui va servir effectivement à déployer ces clusters. Donc c'est simplement, on va le voir, hein, c'est un assistant qui est, je dirais même moins compliqué aujourd'hui que créer une VM Azure. Il y a quelques étapes à suivre. Et puis, lui, il va appeler les API d'Azure et il va faire le provisioning derrière. Alors, il va appeler les API d'Azure et puis les API à nous, je vais l'écrire juste après. Mais c'est lui qui va faire le provisioning de manière automatisée. Une fois que le provisioning sera terminé, que le cluster sera opérationnel, on passera par les outillages qui s'appellent Prism, alors Prism élément ou Prism central, hein, je vais les montrer juste après. Et ça, c'est les outils qu'utilisent aujourd'hui tous les administrateurs Nutanix à demeure. Voilà. Le portail Azure, on va voir qu'une fois que les ressources sont déployées, que la landing zone est bien faite, du côté Nutanix, il n'y a pas grand-chose à y faire. Hein. Donc là encore, on peut avoir une segmentation des rôles. Et donc, effectivement, ce service de bar metal, il a été en fait co-développé avec Microsoft, le bar metal as a service. Donc, l'idée étant que c'est un service que nous, on met en place, où on expose des API qui sont appelés par notre portail, qui arrivent du côté d'Azure. Et en fait, donc, le portail NC2 que je vous montrais tout à l'heure de provisioning appelle nos API qui sont hébergés dans notre environnement Azure. Donc, c'est ce qu'on appelle le bar metal as a service. Et ensuite, ce bar metal as a service, en fait, il va appeler des API particulières du data center de Microsoft pour pouvoir dire ce serveur qui est dans ce rack devient attribué à tel client et va être raccordé comme ça au réseau des VNet. Je rappelle que les VNet, c'est des réseaux virtualisés. Là, on a du matériel physique, donc il va falloir faire une correspondance entre les deux. Hein, et donc tout ça, ça a été prévu. Le portail NC2 est également capable d'aller et va faire quelques opérations sur les API d'Azure, sur Azure Source Manager, pour aller provisionner, par exemple. Alors, il peut provisionner des VNet, hein, il peut provisionner également du compte de stockage ou différentes choses derrière. Voilà. Mais à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que client, on va utiliser le portail NC2 où les API restent associés et on va parler à lui, qui lui après va parler effectivement derrière. Donc, tu n'as presque même pas besoin d'expertise Azure Non, pour déployer les clusters, quoi. Ou alors, très peu. oui, c'est-à-dire que si la landing zone réseau est faite, tu n'as pas besoin de compétences. Okay. Si la landing zone et l'intégration n'est pas faite, tu vas en avoir besoin forcément un petit peu quand même. Le réseau n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Alors, au passage, on le verra, mais il y a des providers. Donc il y a un provider qui s'appelle Microsoft Nutanix qui existe et qui va permettre de faire ça. Ça n'a pas trop d'intérêt, je ne vais pas aller dans le détail. Donc comment ça va se matérialiser? Donc on est client Nutanix, en plus il y a une belle bannière qui est là, voilà.
J'ai envie de faire du cloud hybride. Bah, la première des opérations, c'est qu'on va dans le mynutanix.com, donc ça c'est n'importe qui peut se créer un compte sur le my.nutanix.com pour peu que ce soit qu'il utilise un email de type entreprise et non pas un Gmail ou un Hotmail. Mais à partir du moment où on a un compte, on peut descendre ici dans la partie cloud service. Donc on est des vendeurs logiciels, mais on a aussi des services, des choses as a service. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le Nutanix Cloud Cluster. Alors quand on l'a jamais essayé, il y a un Get Start qui propose de passer par un trial. Et le trial permet notamment d'avoir à disposition des ressources, des licences gratuites, euh, Nutanix pendant un mois, et Microsoft met également à disposition 3 barres métal pendant un mois. Alors, je n'ai pas parlé des barres métal, en fait, il y a deux gabarits de barres métal, N36 et N36P, dont les noms ressemblent assez aux noms des barres métal d'AVS qui sont AV36 et AV36P, c'est parce que c'est les mêmes. Voilà. Et donc, ces barres métal ne sont pas disponibles aujourd'hui dans toutes les régions dans le monde. Donc, en Europe, on va avoir West Germany, et on aura West Europe qui est donc West Germany à Francfort et West Europe qui est à Amsterdam. On n'a pas encore la couverture sur la France. Voilà. Mais on a des régions qui s'ouvrent régulièrement. Là encore, c'est une question de taille critique pour pouvoir ouvrir une région. Et puis voilà. Donc une fois qu'on aura activé son trial ou qu'on vient avec ses licences, en fait, on pourra passer par là. Et là, ça va simplement ouvrir une URL qui est cloud.nutanix.com, donc relativement simple à retenir. Et là, on va arriver sur l'interface d'administration de ce fameux portail, portail cloud. Et donc, on va avoir un code client. Donc ça, c'est un identifiant client qui est unique. Et un client peut subdiviser son environnement, s'il a plusieurs organisations derrière, en organisations. Donc on peut voir ça un peu comme des OU. L'idée, c'est de pouvoir faire du airbag et de déléguer certains droits ou certains clusters à certaines personnes. Voilà, tout simplement. Donc là-dessus, en fait, on va pouvoir, sur ce portail-là, on va pouvoir avoir différentes manières de s'y authentifier. Donc on peut s'authentifier avec les identifiants MyNutanix. On peut faire du basique login mot de passe, même si c'est pas forcément pas recommandé. Alors, normalement, il y a une intégration à Google, mais j'ai pas réussi à la faire fonctionner. Par contre, celle qui est très souvent utilisée, c'est l'intégration SAML2. Auquel cas, effectivement, l'entreprise va brancher sur son système de fédération avec Active Directory généralement derrière. Ou Azure AD probablement. On peut également avoir des accès par API, donc avoir des clés d'API. Et on sait faire également du Secure Anonymous, qui permet de donner des URL avec jetons intégrés pour un usage pendant une durée, je sais pas, de 4 heures par exemple, pour quelqu'un. Donc là encore, en fonction de ce qu'on va cocher, on aura des options supplémentaires derrière. Mais effectivement, sur les SAML, on peut rajouter un SAML provider, et puis après, donc là, c'est bien documenté dans la doc pour le faire. La plupart du temps, souvent, les clients, ils vont intégrer le portail avec leur authentification Active Directory ou Azure AD. Et puis voilà. Donc typiquement, chez Nutanix, on utilise Okta comme identity provider. Une fois qu'on a ça, en fait, donc ce portail-là, il va falloir le raccorder avec un environnement Azure. Donc on l'a dit, hein, on va aller appeler des API. Donc si on appelle des API, côté Azure, ça veut dire qu'il va nous falloir, il va nous falloir du coup un compte de service, un service principal. Donc on va aller créer une app registration dans l'Azure AD, tout simplement, hein, rien d'extraordinaire derrière. Donc on va créer son app registration. Et puis cette app registration, qui est un compte programmatique, eh bien, on va venir l'associer à un rôle. Donc on met à disposition les fichiers JSON pour faire un custom role qui contient juste les droits nécessaires. Et puis simplement après, il suffit d'aller dans son IAM, donc pour son abonnement, et de chercher le rôle associé. Donc en l'occurrence ici, c'est celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc j'ai un custom role qui a été créé, il va me donner juste les droits qui vont bien, qui vont permettre au portail d'aller faire les demandes strictement nécessaires, simplement pour créer les barres métal et éventuellement le réseau. Donc comment on associe en fait ce portail à l'environnement Azure? Eh bien, on va venir en fait simplement ici sur une organisation, aller dans le Cloud Account, et puis on va rajouter un Cloud Account. Donc ici, si c'est Azure, on va donner un nom, voilà l'exemple. Là, on va rentrer les informations classiques qu'on a dès qu'on fait un accès programmatique avec Azure, l'identifiant de l'Azure AD ou d'Entra ID, l'identifiant de l'abonnement Azure, un application ID, un secret. Là, il va checker les credentials, il va vérifier qu'il a les bonnes permissions derrière, et si c'est vert, à ce moment-là, il dira, est-ce que ce cloud account que vous avez créé dans le portail
Il va permettre de déployer des clusters NC2 n'importe où est-ce qu'il y a des barres, enfin, n'importe où dans Azure où il y a des barres métal, où est-ce qu'on veut restreindre à certaines régions. Donc, si je voulais restreindre à des régions, là, je vois par exemple l'ensemble des régions disponibles. Donc là, on a par exemple les Émirats Arabes Unis qui ont été ouverts il y a à peu près un mois, on a l'Inde qui va arriver prochainement, et là, c'est toutes les zones où on a des barres métal. Alors, j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, hein, mais voilà, donc là, j'ai déjà deux environnements qui sont connectés. On voit que le statut est ready et qui sont actifs aujourd'hui. Alors pour l'instant, j'ai pas de cluster ici. Enfin, si j'en ai déployé un ce matin. Mais si je voulais créer un cluster, ça devient simplement, on va passer par une opération de créa de cluster. Alors juste avant, je vais juste décrire un peu l'environnement réseau peut-être, comment ça fonctionne. J'ai un petit schéma sur un GitHub, parce que du coup, toute personne faisant du Terraform, j'ai fait une landing zone pour gagner du temps. Hmm. Et donc, ça ressemble à ça, globalement, l'environnement que je vais utiliser dans la démo. Donc, quand on déploie un cluster, il va être séparé, les membres du cluster vont être séparés enfin, les composants plutôt de l'ensemble pour faire fonctionner, en deux VNet. Donc, il y a un premier VNet ici qui va contenir, entre guillemets, les barres métal. C'est sur ce VNet que les barres métal seront connectées, auront des adresses IP, et que les machines qui contrôlent les barres métal, ce qu'on appelle les CVM côté Nutanix, seront également connectées. Alors, il y a un point important ici, il est écrit délégué au service barre métal hosted service d'Azure. Donc, je rappelle que la notion de délégation, elle permet en fait de donner le droit à un service de contrôler le réseau. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut contrôler le réseau pour attribuer à des interfaces un peu particulières des adresses IP. Et ici, on a un deuxième VNet qui va contenir ici le prisme central, qui est l'élément qui va configurer notamment le réseau et faire l'administration. Lui aussi, il est délégué. Et ensuite, on va avoir deux réseaux pour la Flow Gateway, un réseau externe, qui est, comme son nom l'indique, l'endroit où sort le point de sortie de la gateway, et un réseau interne. Et c'est sur ce réseau interne ici qu'on mettra en overlay en fait les VPC Nutanix, qui sont les réseaux virtuels Nutanix. Voilà. Donc on pourra faire tourner tout un environnement ici, réseau séparé, qui sera géré par notre solution et qui sera en fait qui ne dépassera pas les limites de ce VNet et donc pas de limite de coût entre les échanges de VPC parce que ce sera cantonné dans notre système. Et puis après, si on fait un petit peu de haute disponibilité des passerelles, on pourra avoir également des serveurs, un subnet pour mettre des speakers BGP, donc c'est des machines virtuelles qui vont propager les routes BGP auprès du hub qui sera quelque part ici, qui aura son route serveur. Un peering entre les deux. Donc tout ça, en fait, c'est créé de manière automatisée si on laisse faire l'assistant. Mais généralement, on va plutôt pré-créer ça à l'avance. Alors je rajoute ici deux NAT gateway, une par VNet, qui sont associées à des subnets. On a besoin en fait que notre solution d'administration Prisme Central parle avec notre portail NC2. Et on a besoin que les barres métal également parlent avec le portail NC2. Pourquoi parler? Parce qu'en fait, ils vont remonter en permanence leur statut. Et donc, s'il y a un problème, effectivement, derrière, que ça déclenche l'autorémédiation des nœuds, notamment. Voilà. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'un client Nutanix, quand il est à demeure, il a un problème sur du matériel, c'est à lui de gérer le remplacement, etc. Là, dans du cloud, c'est pas le cas. Il y a un problème qui est détecté, automatiquement, il y a un ordre qui est envoyé, et à ce moment-là, un nouveau nœud est ramené dans le cluster, et l'ancien est décommissionné de manière automatisée, ça se fait en général dans l'heure. Donc ici, ce qui manque dans ce schéma, pour avoir le schéma complet, ce serait effectivement un hub ici, qui va nous envoyer effectivement sur du on-prem ou sur d'autres réseaux derrière, et donc on aura d'autres peerings qui seront faits ici. Voilà. Alors on me pose la question souvent, est-ce qu'il y a absolument besoin de cette connexion directe vers Internet? Non, on peut passer également par une NVA, auquel cas il y aura un peu plus de configuration à faire, parce qu'il va falloir faire des routes un peu particulières. Les barres métal n'ont pas les conditions réseau d'une machine virtuelle Azure, donc au niveau des user-defined routes, il y a un peu plus de travail à faire, mais globalement, on met ça en place parce que c'est le plus simple, mais si le client veut passer par un firewall Fortinet ou autre pour sortir sur Internet, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors pour la démo qui va arriver après, moi je rajoute toujours dans ces environnements-là un petit bastion avec une jumpbox, parce que du coup ça permet comme ça de se connecter aux interfaces de prisme central et de prisme élément, sans avoir à les ouvrir sur Internet. Donc il n'y a rien qui est ouvert, là, c'est que de la sortie qui est autorisée. Donc voilà, c'est bien de faire ça. Et donc le bastion fait très bien le boulot pour ça. Donc si on en revient sur comment on déploie un cluster,
On va déployer un cluster en lançant simplement donc, le create cluster. Là, il va demander si c'est un cluster pour faire des workloads au sens général ou du VDI. On a des licences séparées derrière. On va prendre un general purpose. Ensuite, on va choisir quel provider on va vouloir utiliser. Voilà. Donc là, je vais me mettre dans l'organisation stand.org. Je vais prendre le provider Azure. Ça, ce sera le nom de mon cluster. Donc, on va l'appeler Azure Rex 2. Le 2 est important parce que j'ai déjà créé le 1. Et ensuite, je choisis ma région. Donc là, moi, je les ai bridés pour mes démos. Je me suis bridé sur l'Europe parce que mes clients sont en Europe. Donc, on va prendre Germanie. Et là, j'ai mes zones de disponibilité qui sont disponibles. On peut programmer également la destruction d'un cluster. C'est plus pour les environnements de test and dev. Je ne vais pas le faire tout de suite. Ensuite, on choisit son licensing. Donc le licensing, c'est soit l'ancien licensing, soit désormais le nouveau, et on choisit sa version. Donc c'est là où les clients ils ont vraiment un vrai contrôle sur ce qu'ils veulent installer. Les tiers également qui vont rajouter des fonctionnalités. Et là, on a un point important qui est la notion de réserve. C'est comment on parle de mobilité sur les licences, mais en fait la mobilité, on va voir que c'est excessivement bien fait. Donc je suis sur mon my.nutanix.com, là j'étais au départ tout à l'heure. Et je vais descendre ici sur la partie support et Inside Portal. Donc là, ça va m'ouvrir l'endroit où je peux faire mes téléchargements, la gestion de mes licences, ou ouvrir mes cases. C'est là où la plupart des clients Nutanix interagissent avec notamment notre support. Et donc ici, je vais descendre et je vais aller sur la partie licence. Et là, donc, dans la partie licence, il y a une petite zone spéciale qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, enfin, arrivée fin août, début septembre, qui s'appelle la réserve pour le cloud. Alors, je vais essayer de légèrement le zoomer. Voilà, donc Reservation for Cloud qui est ici. Et quand on va cliquer là, on va voir en fait deux environnements, les environnements Azure et AWS, avec les réserves de licence. Donc là, pour l'instant, normalement, si j'ai fait comme je fais d'habitude, ça devrait être vide. Donc, il est en train de vérifier effectivement s'il a des licences. Donc là, il me dit qu'il n'y a pas de licence réservée pour AWS et il n'y en a pas pour Azure. Et ben, je vais en rajouter pour Azure. Donc là, il va me lister l'ensemble des licences que j'ai achetées en tant que client, qui sont à ma disposition. Je vais prendre ce pack de licences là, par exemple. Je vais faire suivant et je vais dire alors les licences sont au corps. Donc là, je ne sais pas si je voulais déployer un 3 nœuds, donc 3 nœuds à N36P, 36 corps par VM, 3 x 36, 108. Bon, je vais mettre 108 corps ici et les affecter dans ma réserve. Je vais faire confirmer, je vais faire sauvegarder, et c'est tout. Donc j'ai une réserve de 108 corps. Quand je vais déployer un cluster, comme un grand, il ira chercher ses licences et il fera l'enregistrement. dedans. Exactement. Maintenant, si j'avais besoin de plus si je rajoutais par exemple pour une journée un nœud supplémentaire, j'aurais besoin de 36 corps supplémentaires. Je n'ai pas forcément besoin de les acheter directement et de les mettre comme ça sous la forme de licence. On peut switcher en mode pay-as-you-go. Ce sera un peu plus cher, mais ça permet d'avoir des licences temporaires. On mesure à l'heure, on facture au mois. Et voilà. Donc là j'ai mes licences. Et puis si finalement mon projet cloud, j'ai moins de licences, enfin j'ai mis trop de licences dans ma réserve et je veux les enlever parce que finalement je passe, je sais pas, d'Azure à AWS ou l'inverse. À tout moment, on peut revenir, on enlève ses licences, on change la valeur, on sauvegarde et c'est terminé. Donc là, la gestion des licences est excessivement simple dans la partie cloud d'un truc machine Nutanix. Hop, j'en ai fait le temps. Hein. Donc ici, on va choisir la version. Donc là, c'était l'exemple, l'explication des réserves license. Ensuite, on choisit le nombre de nœuds qu'on veut avoir dans son cluster. Donc c'est 28 maximum, si je ne dis pas de bêtises. 30, ça n'existe pas. Mais ils ont laissé quand même le compteur aller au-dessus, c'est bizarre, mais c'est marrant. 28 maximum, ce qu'on ne va pas faire du tout, on va faire 3. Voilà. Je ne vais même pas relancer 3. Et puis ensuite, la redondance, c'est la tolérance à la panne derrière, parce qu'effectivement, toutes nos données sont copiées au moins 2 fois. Donc on peut perdre un nœud ici. On ne peut pas faire de cluster de nœuds, ça n'existe pas. Par contre, on sait faire des clusters en nœuds quand on va faire du test and dev ou juste jouer un peu avec les interfaces. Quelqu'un ne peut pas doubler la résilience et tolérer la panne de nœuds parce qu'il est tout seul, donc là on sera en RF1. Voilà. Généralement, c'est 3, on est souvent en RF2 avec 3 nœuds. Voilà. Là, j'ai un résumé de ma capacité. Donc, sur les nœuds, en fait, on a à peu près 20,7 Tera de NVMe. Alors, pour être plus précis, c'est 19 Tera de NVMe et 1,7 Tera d'Octane, qui est du NVMe faible latence. Donc ça veut dire que les VM vont tourner avec du super stockage. Si on faisait la comparaison avec Azure, ce serait du premium V2 un peu optimisé, voire d'ultra disque. 768 Go de RAM par nœud. Et ensuite, c'est là en fait où on va pouvoir dire crée-moi le réseau de manière automatisée, ce qui généralement ne se fait pas à part une démo.
ou alors réutilise un réseau existant. Et donc le réseau existant, c'est pour ça que du coup, là moi j'avais fait une landing zone qui me permettait de tout pré-créer tout ça. Et après j'ai plus qu'à sélectionner les bons noms. Donc quand les noms sont bien clairs, ça se fait bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que pour l'assistant, je vais lui dire créer un nouveau VNet. On lui donne un nouveau nom, on va l'appeler RG Azurex. On donne l'espace de nom du VNet qui est dédié pour le cluster, donc les barres métal. Là, il nous faut des serveurs DNS qui peuvent résoudre l'Internet. Alors là, je le fais en mode un peu Plus bourrin. simple. Ouais, mais en gros, ici, il faut un DNS qui est capable de résoudre, qui est capable de résoudre l'Internet. Donc, c'est soit un DNS effectivement qui est public, hein, soit le DNS d'Azure tout court, soit un DNS qui repasse par l'organisation. En quel cas, ça peut être un Azure DNS Resolver, Private Resolver, ou une machine qui fait déjà DNS. Là, j'ai fait une version un peu bourrin. Voilà. On aura besoin d'un prisme central qui est l'outil pour déployer après la partie réseau, mais si on a plusieurs clusters, on peut mutualiser l'usage de ça. Donc là, j'en ai pas, donc je vais dire déploie-moi-en un. On choisit sa taille, donc là, on est jusqu'à 5000 VM, c'est largement suffisant. On a les comptes de base qu'on changera à la première connexion, et ensuite on va choisir le VNet de prisme central. C'est-à-dire, là, on a défini le VNet qui était là, maintenant on définit ce VNet ici. On va lui donner un autre outsider. Voilà. Et là, on va choisir l'interconnexion au réseau qu'on va avoir avec l'on-prem. Est-ce que ce sera à travers d'un VPN statique ou d'une ExpressRoute? Ça change un peu la structure des VNets. Donc là, on va prendre une ExpressRoute sans V1, ce qui est normalement ce qu'on trouve le plus classiquement quand on a des organisations de bonne taille. Et là, on va définir pour cette passerelle entre le monde réseau Nutanix et le monde réseau Azure, est-ce qu'on prend une machine ou est-ce qu'on en prend plusieurs? On peut aller jusqu'à 4. Donc là, le choix va être drivé par le besoin de disponibilité et le besoin de bande passante. Par machine, c'est 10 gigas minimum de bande passante, jusqu'à 16. Et après, tu fais x4, donc tu seras entre 10 gigas de bande passante et 64 gigas de bande passante, ce qui est normalement largement suffisant. Donc là, je vais en prendre un seul. On a les gabarits qui seront utilisés en termes de VM derrière. Et ensuite, là, il nous dit automatiquement, le portail va créer pour vous les 3 subnets qui vont bien pour la Flow Gateway, le BGP, etc. Et là, on a le détail. Et ensuite, il nous faut derrière une petite paire de clés SSH si on veut se connecter à la VM. Là, je crois que j'en avais déjà un ici. Donc c'est parfait. Paf, next. Un résumé comme tout bon wizard. Et ensuite, on fait create. Et là, on attend 3h30 à peu près que ça se déroule. Donc là, c'est la démo magique, parce que je l'avais déjà fait, je l'ai déployé ce matin. Première chose que j'ai fait en pensant à toi, c'était ça. Et donc j'ai déjà un cluster qui s'appelle StanOrg Azurex, qui a été déployé sur cette landing zone, exactement. Donc il est en train de tourner, on voit que son outil d'administration est disponible, que la Flow Gateway fonctionne bien. On a le détail du hardware, donc là ici il n'y a qu'un nœud, mais si on était sur un vrai cluster avec plusieurs nœuds, on verrait toutes les adresses IP et les adresses des contrôleurs derrière. C'est ici où on pourrait dire je remplace un host si on a envie de le. Bon, on peut pas le faire sur un mononode, on a compris. Et là on a les résumés du réseau, sur quel VNet on est connecté, quelle est la ressource groupe, quelle est l'adresse de mon outil d'administration Prisma Central, elle est ici. On peut avoir plusieurs VM derrière, donc c'est pour ça qu'il y a une VIP. La Flow Gateway, là, elle est en train de tourner, c'est son adresse externe dans le VNet, la version utilisée derrière. Quelques ressources, ça c'est améliorable à mon avis. Et c'est après dans le settings où là on a un vrai contrôle intéressant, c'est que si on veut ouvrir, on veut se faire aider du support Nutanix sur le cluster, on peut ouvrir un tunnel automatique pour qu'il puisse se connecter à distance et venir faire le debugging. C'est là où on va pouvoir choisir la capacité. Alors là, je suis sur un mononœud, j'ai pas le droit de changer la taille, mais si j'étais sur un 3 nœuds ou plus, j'appuie sur le bouton plus ou le bouton moins et automatiquement le cluster va approvisionner ou déprovisionner des nœuds. Donc là, c'est la souplesse entre guillemets du cloud sur des configs plutôt d'infrastructures qu'on connaît plus on-prem. Je peux changer ma licence ici et je peux également là reconfigurer ma Flow Gateway, la taille ou faire un scale-out si j'ai plus de besoin. Et c'est ici également que je vais terminer mon cluster. Donc là, quand on voit ça, finalement, on comprend que le portail NC2, il est là pour effectivement provisionner, détruire et modifier l'enveloppe extérieure du cluster. Il n'est pas là pour gérer l'intérieur. Donc là, effectivement, on va le gérer, et c'est pour ça qu'ici, moi, je vais passer par, je passe par un Azure Bastion, j'arrive sur une jump box que j'ai mis ici pour l'instant, et là ensuite, je vais sauter ici sur mon subnet où j'ai mon prisme central qui tourne, et puis je vais également faire un petit saut ici pour aller voir mon prisme élément. Donc ma jump box, elle est là. Donc je suis connecté sur mon bastion.
Et donc, on a nos deux consoles principales qu'on va utiliser. Donc, la première s'appelle Prism Element. Elle permet de gérer, on va dire, les principales fonctions, mais elle est monocluster et elle n'a pas toutes les fonctionnalités. Donc, ça, c'est l'interface. Voilà, ça, c'est l'interface Nutanix. Je vais essayer de zoomer un peu, ce sera plus propre. Voilà. Donc là, on voit qu'on est sur un bar métal Azure. Et puis après, le reste, bon, on retrouve finalement les configurations assez classiques, les VM qui sont en train de tourner. Donc là, quelques VM qui tournent. Là, j'ai mon prisme central. Et puis là, j'ai quelques VM de test que j'ai mis derrière. Et puis, j'ai la deuxième console qui est donc prisme central, qui est celle qui contient plus de paramétrage, notamment celle qui nous permet de paramétrer le réseau virtualisé. Là, pareil, j'ai déjà fait mes devoirs. J'ai mis mot de Donc passe. c'est Prisme élément et Prisme central. Ouais, Prism Element, comme son nom l'indique, permet de gérer, enfin, Prism Element permet de gérer un cluster, un monocluster, et n'a pas toutes les fonctionnalités. Et Prism Central permet de gérer le cluster plus des services additionnels, comme notamment toute la virtualisation de réseau. Ah oui, et j'ai oublié, je vais changer mon mot de passe. Si je reprends l'ancien, ce sera mieux. Voilà, super. Et donc c'est là vraiment, là on a beaucoup plus de fonctionnalités derrière qui existent. Donc l'interface reste à peu près dans le même look and feel, mais là on a beaucoup plus de choses, et notamment c'est ici où je vais venir créer mes fameux réseaux, mes VPC, mes réseaux privés virtuels. Donc en fait c'est un peu le même principe que chez AWS ou chez Azure d'ailleurs, hein. On a de base qui est préinstallé ce qu'on appelle un transit VPC, et un transit VPC en fait c'est quelque part un hub en fait, hein. Ça va être le hub du hub and spoke, et donc on passera par le transit VPC pour ressortir vers l'extérieur, à savoir le VNet d'Azure ou le on-prem. Et sur Transit VPC, on a deux subnets à l'intérieur. Donc on en a un qui va nous permettre de sortir en faisant du NAT. Donc en gros, les VPC n'exposeront pas, ne seront pas routables, mais sortiront avec une translation d'adresse. Ou alors on peut avoir une sortie par du routage. Auquel cas, ça veut dire que si on a un espace d'adressage routable qui est dans les VPC, il faudra côté Azure faire des user-defined routes qui diront pour aller sur cet espace d'adressage, passe par l'adresse IP externe de ma flow gateway pour aller à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que si on a plusieurs adresses, plusieurs flow gateway en mode haute disponibilité, on encouragera forcément BGP, parce qu'on ne va pas s'amuser à dispatcher tout À ça. gérer, oui, tout à fait. Donc là, on a notre transit ici qui nous permet d'être le point de sortie. Et dans cet exemple ici, j'ai fait deux VPC, un user VPC 1 et un user VPC 2. Le premier, en fait, je le fais sortir simplement en faisant du NAT. Et le deuxième, je le fais avec du routage. Et ensuite, eh ben, mes machines virtuelles qui sont ici, hein, eh bien, elles ont été connectées derrière. Donc, si on prend par exemple cette machine ici, alors je suis désolé, il y a un peu de latence des fois dans mes interfaces parce que je suis connecté en VPN aux US pour avoir le droit d'accéder à mes abonnements Azure. Et j'ai déployé ça en Allemagne et je me connecte depuis la France. Donc ça fait du coup forcément un petit peu de latence. Et puis en plus, là, je vais ouvrir une console j'ai une console RDP dans le browser ici au travers de Bastion et je refais dessus du RDP. Donc c'est possible effectivement que ça. J'ai un petit peu de latence. Je vais revenir sur mes VM ici. Et si je prends là et que je fais bouton droit, ouais, c'est vraiment de la latence. Je peux lancer ma console. Voilà. Voilà. Donc là, je suis dans une VM qui tourne dans du Nutanix. C'est un Windows Server et qui est connecté dans un VPC et qui ressort à l'extérieur. Je pense. Azurex. Et puis là, j'arrive, là, là, j'ai pris Internet, mais je pourrais aller me connecter à d'autres trucs après derrière. Je pourrais me connecter à des services d'Azure ou autre. Rien d'extraordinaire derrière. Ouais. Je passe pour le réseau Nutanix. Ok. Alors maintenant, du coup, alors combien ça coûte ces trucs-là quand on les paye? La bonne Très bonne nouvelle, question. Ça, c'est une bonne question. bonne question. La bonne nouvelle, c'est que désormais, on est dans le pricing d'Azure. Je sais pas, ils ont mis 2 ans à nous mettre là-dedans. Donc on avait les prix avant, mais il fallait passer par le marketplace. Donc là, si on va dans Microsoft et qu'on cherche le pricing de Nutanix en Azure, on va retrouver le pricing des N36, des N36P, avec le détail derrière technique de ce qu'il y a à l'intérieur. On sait faire des réservations, donc ça c'est la bonne nouvelle.
On peut faire des réservations sur les barres métal, ce qui réduit quand même le coût fortement. Donc bon là, c'est des règles relativement classiques de FinOps côté Azure. Et après, les prix vont dépendre encore des régions, hein, sans doute un petit peu. Donc oui, c'est pas sur France centrale. Donc ça, c'est le premier endroit où voir les prix. Alors ce qui est intéressant de retenir également, c'est que comme on est dans les murs d'Azure, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'hybrid benefit. Donc on fait une migration, on a ses licences SQL Windows en mode SA, Mhm. on a le droit de les réutiliser sous la forme de VM dans le cluster Nutanix, parce que c'est dans les murs de Microsoft, tout simplement. Et le deuxième intérêt, c'est également que les ESU, donc les Extended Security Update, du coup, sont également gratuites, parce que c'est dans les murs Azure. de. Et donc, pour des clients Nutanix aujourd'hui qui auraient encore beaucoup de machines Windows un peu vieilles ou SQL un petit peu vieilles, sur lesquelles ils n'ont pas encore prévu de migrer les OS en tant que tels, et qui doivent du coup quand même mettre à jour ces OS, soit ils achètent les ESU et ça coûte, on est tous d'accord, le mot technique c'est une blinde, hein, Mhm. quand les demeurent, soit ça, là, c'est une façon assez simple finalement de projeter les ESU gratuitement, simplement en déplaçant les workloads d'un point A vers un point B, sans rien changer, mis à part l'endroit où ça tourne. Mais le fait que ça tourne dans l'endroit qui est Azure fait qu'effectivement les ESU deviennent gratuites. Mais ça, quand on a beaucoup de machines vieilles, c'est bien. Toujours quand on Euh, parle d'argent. Hein, vas-y. Pardon, juste tant qu'on est sur le pricing, j'ai Abderrazak qui pose une question. Donc, côté pricing, ça résonne plus nœud et capacity que VM ou autre service NKP comme exemple. Oh. Bonne question. Alors, là, ici, je parle vraiment de l'environnement qui va faire tourner le cluster en tant que tel. Donc, c'est-à-dire l'équivalent des serveurs quand on serait dans le monde des serveurs physiques, quand on serait dans le monde du data center. Il va quand même falloir payer ses licences derrière. Donc, les licences, on va les retrouver dans le marketplace. Le marketplace, il n'est pas là pour déployer, en fait, il n'est pas là pour déployer la solution, il est là pour acheter la solution. Donc, d'ailleurs, c'est écrit ici, hein. Je zoome un peu. Ce marketplace est fait pour acheter des licences software uniquement et ne peut pas être utilisé pour déployer le logiciel. Donc là, il y a des prix qui sont indiqués. On vous dit bien, les prix indiqués sont des prix entre guillemets publics. On vous recommande de contacter votre account manager pour avoir des prix discount. Dans le monde du logiciel, on fait du discount. Et donc, personne n'achète directement les prix publics. Donc, le but, c'est de faire un discount. Et à ce moment-là, on crée une offre privative dans le marketplace. Et l'offre privative, du coup, elle est que pour le client avec ses tarifs à lui. Et c'est là où, quand on va aller regarder le plan et pricing, on va retrouver les différentes licences. Donc, il y a le fameux PSUO dont je parlais tout à l'heure, si on rajoute un nœud qu'on n'a pas assez de licences. Donc là, il y a les tarifs derrière. Et puis surtout, après, il y a les différentes tarifications qu'on peut avoir, NCI, NCI Ultimate, EUC. Donc NKP n'est pas encore dans la liste, simplement parce qu'NKP n'est pas encore arrivé officiellement sur NC2. NKP est sorti fin août, début septembre, officiellement dans le catalogue, et il va arriver dans NC2, normalement, c'est prévu pour la fin de l'année calendaire ici. Voilà. Donc quand NKP sera disponible, effectivement, c'est là où on retrouvera le prix de NKP derrière. Donc là, je suis pas sûr, quand par exemple on a NUS, par exemple, donc Unified Storage, et ben là on a les différents tarifs. Là encore, c'est les tarifs publics, ce ne sera pas les vrais qu'un client va payer une fois négocié. Mais c'est ici effectivement où on pourra acheter les licences. Donc quand NKP sera officiellement supporté, il arrivera là-dedans, et là c'est là où on pourra dire ok, je veux acheter mes licences au travers du marketplace d'Azure. Pourquoi on ferait ça versus acheter ses licences par les routes traditionnelles avec un reseller? Simplement, souvent, quand on a un Mac ou qu'on veut tout avoir dans la même facture et qu'on englobe finalement l'ensemble des prix, on paye à Microsoft qui repaye après les resellers, parce que ça repasse par des revendeurs, et qui repaye après Nutanix derrière. Donc les licences NKP, quand NKP sera supporté, ça arrivera probablement ici. Là, on a NDB qui est arrivé, je crois, il y a 2 semaines à peu près. Donc la partie database, hein. Donc NKP arrivera après plus tard. Voilà, pour répondre. Ok, Merci. donc là, de ce que je vois sur une licence NDB, je sais pas ce que c'est, mais c'est aux alentours de 1 383 € l'année. One time. Ah non, c'est même à vie de ce que tu disais tout à l'heure, c'était une licence à vie, c'est ça? Non, il n'y a pas de licence à vie. Nous, on est sur les Ah, subscriptions, pardon. hein. C'est pour ça qu'il y a des durées. C'est 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et ça, c'est le prix pour un corps. Un Ok. corps sur une année. Voilà, c'est ça. NDB, il y a tellement de choses derrière que je ne suis pas spécialiste et je ne vais pas oser en parler, hein. Là, par exemple, ici, ça va être par terabyte heure. Voilà. Donc, il y a différentes entre guillemets, formules de facturation Ok. derrière. Sur le NCI, ça va être du corps à l'heure, enfin du corps à l'année, pardon.
Donc voilà, généralement, la plupart de nos licences chez Nutanix, c'est au core. Après, je connais pas le licensing de NKP particulièrement, qui est donc le Nutanix Kubernetes Platform, parce que le NKP, en fait, il est pas forcément dépendant de la stack sous-jacente. C'est-à-dire qu'on peut utiliser du NKP sans avoir forcément un cluster Nutanix. Dans le sens où NKP est le rebranding d'une solution qui était faite par D2IQ, Mesosphere, qui était un équivalent de Rancher, pour faire simple, enfin, version simplifiée. Et donc, ça permet de gérer des clusters Kubernetes. Ça peut gérer des clusters Kubernetes qui sont sous la forme de VM, comme des clusters Kubernetes managés, de type AKS ou KS ou autre. Donc, le licensing, il est un peu plus particulier. Donc, le connaissant pas, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Généralement, souvent, on licencie au corps, mais je ne connais pas celui qu'ils ont mis en place pour NKP aujourd'hui. Très bien. Tout ça pour dire que, donc là, ici, hop, on avait notre VM qui tournait, que finalement, après, comme je le disais, pour un administrateur Nutanix, et ce portail-là d'administration où il va gérer son réseau, ses machines virtuelles, ses clusters cubes, ses politiques de réplication, parce qu'on peut faire de la réplication entre clusters, etc. En fait, ce sera le même, en fait. Donc, toute la partie qu'on a vue en amont, où effectivement je parlais du réseau Azure, je parlais des comptes de services, etc., ça peut être préparé par les équipes cloud s'il y en a une, ou une équipe qui est montée juste pour faire ça, mais une fois qu'après c'est opérationnel, les clusters, je dirais l'administration, ça restera cet outillage-là et les API associés. Parce que là, ce que je montre graphiquement ici, on peut le piloter également par API, il y a un provider Terraform pour faire ça. Et voilà. Mais voilà. Et donc, l'avantage du coup d'avoir ici des réseaux trimés sur Techno Nutanix, ça va faciliter également la portabilité d'un point A à un point B, parce que pour le coup, tu n'es pas lié à un réseau particulier de ton hyperscaler et d'une machine, une VM particulière avec des services particuliers. Là, en fait, c'est tout est dans entre guillemets, dans la boîte Nuta derrière. Et économiquement, ce qui est intéressant également, au-delà, donc dans les réservations, alors, il y a une petite subtilité sur les réservations. Je vais aller sur le portail Azure. Tac. Tu parles en réservation pricing? Ouais, sur les réservations, quand on va dans les réservations ici, normalement, on ne doit pas voir. Donc, si je voulais faire une réservation. Ah bah si, ça y est maintenant. Ça y est, ils l'ont rajouté. Parce qu'il y a quelques semaines encore, ça n'était pas il fallait une URL particulière. Donc maintenant, ça y est. Donc le Nutanix on bar metal est juste à côté d'Azure VMware Solutions. Et c'est là, effectivement, on va pouvoir dire, je veux réserver tel ou tel bar metal. Donc là, logiquement, voilà. Dans la région où je suis, East-US, c'est de la RN 36. Voilà. Si on changeait qu'on allait sur Germany, Germany avec un G. Voilà, Germany. Normalement, ici, je pense qu'il y a un filtre que j'ai pas dû mettre, Single Subscription. Voilà. Donc là, du coup, on a ceux qui sont disponibles. Je sais pas pourquoi il me fait afficher là. Il m'a remis East-US. Bon, là, il doit peut-être encore y avoir des trucs à vérifier par rapport à mon abonnement à moi. C'est peut-être simplement qu'il est limité par rapport à mon abonnement. Mais l'idée, c'est ça. C'est les réservations, l'effet comme on fait des réservations de machines, 1 an ou 3 ans. Donc, comme les abonnements, les subscriptions côté licence Nutanix, on peut également les avoir sur 1 an ou 3 ans. Généralement, on essaie de s'aligner. Bon, ça simplifie un peu la gestion aussi derrière. Ce que j'ai pas montré également, c'est que dans la partie, quand on regarde les providers activés derrière, on a les ressources providers. Donc, on a bien un provider particulier qui est Nutanix. Voilà, Microsoft.Nutanix, et c'est ce qui permet effectivement de piloter tout ça derrière. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Oui, et puis à quoi ça ressemble côté Azure une fois que c'est déployé un cluster? Donc, le cluster que je vous ai montré sur lequel j'ai ma VM, ma Jumpbox, etc., j'ai tout mis dans ce ressource group qui s'appelle RGNC2. Et là, on va retrouver un petit peu tous les objets qui ont pu être créés. On va remonter ça. Et ici, qu'est-ce qu'on va voir? On voit qu'on a des clusters UID VNIC, donc ça c'est des interfaces réseau comme on peut avoir sur les VM. Alors elles ont des noms assez longs et les UID sont très importants en fait dans le côté Nutanix, parce que dans la console, quand on a un cluster qui tourne, voilà. En général, on va réutiliser ces UID pour trouver les informations par des mécanismes de tagging, tout simplement. Donc on retrouve ici des choses. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, je vais les mettre par type. Donc le bastion, c'est moi qui l'ai rajouté. On a un Availability set qui est fait pour les
flow gateways, ce qui permet que si on a plusieurs flow gateways, de les répartir dans des domaines de panne de mise à jour différents. Alors je ne l'ai pas précisé, oui, le déploiement d'un cluster Nutanix, il est mono à Z. On l'a vu d'ailleurs dans l'assistant. Dans l'assistant, il m'a dit dans quelle zone de disponibilité tu veux déployer, pour des raisons tout simplement de performance et de latence. Donc on est mono à Z. Ensuite, donc, on a une VM tout à fait classique avec son disque. Là, on voit différentes VNIC qui apparaissent. On a 2 security groups qui sont liés aux paths externes et internes des flow gateways. Et puis, on a les NAT gateways et les adresses IP publiques associées au NAT gateway. Donc là, les routes, ça c'est moi qui l'ai créé tout à l'heure, mais c'est un exemple ici pour dire, pour aller voir l'ensemble de mes VPC. Donc j'avais créé des VPC, adressage, une classe d'adresse de type 172.16, alors tout mon networking ici t'en dit quelque chose. Et donc je lui dis, pour aller voir les 172.16, comme Azure ne les connaît pas, il faut lui dire où ils sont. On lui dit, passe par la virtual appliance, ici en l'occurrence, ça veut dire la flow gateway, et ça c'est l'adresse externe de la flow gateway. Donc du coup, il a une route et il sait en fait faire le routage derrière, tout simplement. Hop, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Dernière chose, c'est qu'on n'a pas vu les barres métal, donc ce que je vous ai montré ici. Voilà. Donc là, les barres métal n'apparaissent pas. Donc pour les voir apparaître, donc on a de VNet ici. Pour les voir apparaître, il faut venir cocher ici sur Show Hidden Type. Et là, on va avoir des nouveaux objets qui sont vraiment les objets spécifiques Nutanix, parce qu'on les retrouve dans le provider Microsoft.Nutanix. Et donc on a 2 objets. On a les nodes en tant que tels, donc le node c'est vraiment le bar métal, et on a les interfaces, parce qu'effectivement ce bar métal il a des interfaces réseau derrière qui sont connectées au réseau Azure, et comme ces interfaces réseau en fait elles ne sont pas connectables directement sur un VNet Azure, en fait c'est là où il y a un binding qui est fait, et donc si je triais par nom, on va le voir tout de suite, le binding, on voit qu'en fait chaque interface Nutanix est associée à une NIC Azure. une NIC Azure tout à fait classique, ce qui permet après de faire tout ce qu'on veut. Voilà pour la plupart des choses à connaître sur, on est bien en timing, sur Nutanix Cloud Cluster. Donc, on va dire une fois que la préparation réseau est bien faite, le déploiement est relativement simple parce que une fois qu'on a bien fait créé ses bons comptes de service et qu'on a son portail, après le déploiement est très automatisé, ça marche plutôt bien. Toutes les versions des Flow Gateway sont actualisées, sont mises à jour automatiquement. Donc tout ça c'est surveillé. Si la Flow Gateway a un problème, elle est remplacée, tout simplement. S'il y a une nouvelle version, elle est remplacée. Et ensuite, pour le reste, quand le client il veut passer d'une version X à une version Y, c'est lui qui va faire ses opérations derrière. De maintenant, s'il a le contrôle complet derrière. Voilà. Et donc oui, le bar métal, si on regardait la vue d'un administrateur Azure du bar métal, il ne voit pas grand-chose. Hein. Il a simplement une référence à un objet Azure, tout à fait classique. On peut mettre des logs dessus, ce qui est probablement d'ailleurs recommandé. Là encore, en fonction de si on veut scaler ou pas. On voit qu'on a des tags un peu particuliers qui ont été posés automatiquement par l'installation. Donc c'est là, je disais, quand on veut retrouver après les objets liés à un cluster donné, on peut faire une recherche simplement sur le tag cluster ID, et là, à ce moment-là, on a tous les objets associés derrière. Et puis voilà. Donc il n'y a rien d'autre de plus. Donc on va dire que ça, quelque part, la solution, elle permet de faire un cloud privé dans un cloud public, parce que le client a contrôle de tout sauf du bar métal. Et puis derrière, du coup, il contrôle également mieux ses coûts parce qu'il a défini la limite qui est le nombre de nœuds. Et derrière, tous les gens créent à l'intérieur, mais ça reste dans une limite, entre guillemets, tarifaire qui est définie à l'origine. Ok. Alors j'ai une petite question. Imaginons qu'on ait un cluster sur Azure, un autre sur Amazon. Est-ce qu'il est possible de migrer, de migrer une VM, par exemple, d'Azure ou d'Amazon vers l'autre? Oui, aucun problème. En Ouais. fait, pour la migration, on a 2 options. Soit on met en place des mécanismes simplement de réplication intercluster, Mmh. équivalent d'un ASR côté Azure, qui réplique une machine d'une infra à une autre. Et donc ça, on sait le faire parce que c'est des clusters Nutanix des 2 côtés. Ça, c'est l'option numéro 1. La deuxième option, c'est qu'il y a un outil qui s'appelle Move, qu'on peut télécharger directement depuis le site du support. Et donc Move, en fait, il permet de faire des déplacements de Nutanix à Nutanix, et il permet également de faire des transformations, je sais pas, d'Hyper-V à Nutanix, d'une machine Azure vers une machine Nutanix, etc. Donc l'outil marche dans à peu près tous les sens. Donc il suffit d'aller dans Download et puis de chercher Move, je sais pas, il doit être en bas. Ouais, il y a le Move.
Et donc Move en fait permet de faire ça. Donc c'est une interface pareil web, on crée ses destinations et ses targets, et puis après on choisit les VM et puis on déplace tout simplement. Donc ça veut dire que là encore, on sait reprendre des VM Azure et les mettre dans du Nutanix, mais on sait faire l'inverse. Donc du coup, on peut voir également NC2 comme une phase transitoire pour faire du cloud plus natif, hein, mais de vouloir faire au moins sa migration rapidement, d'être sur le cloud, de fermer son data center, etc. Donc ça, nous, on a des clients, par exemple, qui ont des contraintes, ils ont des contrats qui s'arrêtent avec leur data center ou des salles qui doivent être reconditionnées. Et donc, du coup, plutôt que de rechercher un nouveau contrat, repartir pour 1 an ou 2 ans avec un fournisseur, de redéplacer physiquement les machines, etc., ils choisissent de partir vers du cloud, ils déploient leur cluster, ils movent leur workload, et puis après, soit ils ramènent à demeure, soit c'est dans la continuité de leur stratégie, et puis voilà. Donc oui, on peut déplacer comme ça des VM d'un environnement A ou B. Donc là, tu m'as cité AWS et Azure, c'est possible. On préfère AWS on-prem, Azure, on-prem, enfin, voilà. Toutes les combinaisons sont possibles derrière, pour peu qu'il y ait une connectivité réseau derrière. Donc côté Azure, ça passera par un express route ou par un VPN site. Il n'y a pas de connectivité directement par l'Internet sans tunnel privatif, voilà, pour faire simple. Ok, top. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Non, c'était suffisamment clair. Eh ben, écoute, avec un timing presque parfait, j'ai envie de dire qu'il est l'heure, hein. Eh ben, écoute, Stan, merci merci à toi. Noël te dit merci d'ailleurs. Euh, à quand la troisième session? Demande Stéphane. Là, j'ai déjà dit tout ce que je pouvais raconter sur Azure et Nutanix, hein. Ah, si peut-être une troisième session plus tard, quand on va avoir des intégrations qui vont arriver avec Elasticsearch notamment, on va avoir des nouveaux nœuds. Éventuellement, ça pourrait venir dans une actualité, voilà. Mais Ouais, pas ok. peut-être pas. Top, top, top. Bah écoute, Stan, merci à toi, merci à tous, et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle session qui portera sur l'IA. Voilà. Avec quelqu'un que tu connais bien, Stan, puisque ce sera Philippe Ayola. Ah, Philippe, super. Ah, c'est ton style, voilà. Et ben, bonne séance alors avec Philippe, et puis Ouais, merci pour les et à bientôt. merci à toi, et puis au plaisir, et puis bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Et allez, à bientôt, salut.